Madame Ranglais, merci de votre présence. Merci d'avoir accepté cette interview pour donc parler d'Anticor, de l'association Anticor, mais aussi de manière plus globale des soucis qui touchent à la corruption dans le domaine de la sphère publique et dans le domaine politique. Euh, alors, pas de pression, il y a un peu plus de 2000 personnes, voilà, c'est c'est bonne ambiance, on est sur Twitch. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter ainsi que présenter Anticor et vos missions? Oui, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie de pouvoir vous présenter Anticor et je vais me présenter, on va dire, au regard de la présentation d'Anticor, c'est-à-dire aussi pourquoi je me suis engagée dans Anticor. En fait, je pense que c'est ce qui intéresse les auditrices et les auditeurs, hein. Donc, l'historique, c'est Anticor a été fondé en 2002. Donc, après que Jean-Marie Le Pen soit arrivé au deuxième tour des élections présidentielles. À l'époque, c'était le discours de tous pourris. Et en fait, Anticor a été fondé par des élus. Et ça, j'aime bien le rappeler, parce que c'est important, c'est l'ADN aussi de notre association. Et les élus, ces élus, et le juge Eric Alphen, qui était connu à l'époque pour les affaires des détournements de fonds publics dans les HLM de Paris. Et donc, ils ont décidé de créer Anticor, qui est une association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et j'aime bien rappeler aussi que la lutte contre la corruption, alors c'est un peu le nom, on va dire, bateau qu'on donne pour ce qu'on appelle plus globalement les atteintes à la probité. Et les atteintes à la probité, il faut savoir que dans le code pénal, ça fait partie c'est au tout début, hein, ou quasiment dans le livre 4, ça fait partie des crimes et délits contre la nation. Donc, c'est-à-dire contre nous tous, en fait. Donc ça aussi, j'aime bien le rappeler. C'est une association, je dirais, de citoyens vigilants, qui est transpartisane, et ça aussi, qui n'est pas apolitique, qui est transpartisane, puisque je vous ai dit, il y a des élus quand même qui sont à Anticor. Et donc, c'est une association citoyenne qui n'a pas que des juristes, dont moi, je ne suis pas juriste. C'est pour ça que je disais, ça me permet de rebondir sur ce que je suis. Moi, à la base, je suis historienne et cartographe, donc vous voyez, rien à voir. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis engagée en Anticor? C'est que je trouvais que, quelles que soient nos idées politiques, c'est-à-dire la manière dont on souhaite arriver, on va dire, au bonheur individuel ou collectif, il y a des valeurs en fait communes qui sont transpartisanes et qui sont essentielles en fait pour que nous puissions vivre ensemble et débattre et continuer voilà à, à vivre ensemble tout simplement de façon avec probité. Alors c'est une association qui est que de bénévoles. Moi, je suis bénévole. Il y a 6 salariés aujourd'hui, dont 3 juristes, puisqu'on examine aussi des dossiers, comme vous le savez. Elle est indépendante. On n'a aucune subvention. Vous imaginez bien que pour s'attaquer au pouvoir aussi, quel qu'il soit, hein, il ne faut pas en dépendre. Donc, on n'a aucune subvention. On ne vit que de dons ou des adhésions. Dernier élément, j'essaie de ne pas être trop longue, monopoliser sur ce sujet, mais on n'a pas une action que dans les prétoires. C'est vrai qu'on nous connaît surtout dans les médias. Chaque fois qu'il y a une affaire, on est invité sur des plateaux, etc. Mais on a une grosse action en fait en amont, qui nous semble d'ailleurs essentielle, qui est une action d'éducation populaire ou de sensibilisation envers les citoyens, envers les élus aussi. On fait, par exemple, on va dans les lycées, ou on fait des formations aussi dans les universités. Moi, en tant qu'historienne, par exemple, j'ai créé une balade au Père-Lachaise sur des morts corrompus. Ça permet de faire écho entre, si vous voulez, ce qui s'est passé avant et puis aujourd'hui, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, etc. Donc, vous voyez, on fait un festival de cinéma contre la corruption, donc qui aura lieu là le 6 décembre. Enfin voilà, on a plein d'actions citoyennes. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que on est 3 associations hein, de lutte contre la corruption en France. Il y a Transparency International France, chez nous, il y a Sherpa et nous. Et ce qui fait, on va dire, un petit peu aussi
notre ADN par rapport aux deux autres, c'est que on a des groupes locaux dans les départements, c'est-à-dire des référents bénévoles, qui en fait se saisissent un petit peu des signalements qui peuvent être remontés pour saisir faire un signalement au procureur, par exemple. Puis après, ça peut aller plus loin, évidemment, si le procureur ou n'a pas le temps ou ne veut pas se saisir de l'affaire. Donc voilà un petit peu un tableau. Et je veux préciser une chose aussi importante et parfois on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand on regarde l'actualité. Euh, la corruption, c'est souvent perçu comme un crime sans victime. Euh, on est tous victimes de la corruption parce que c'est de l'argent en moins pour les écoles, etc. Mais néanmoins, on s'en offusque. Par exemple, quand il y a une personne qui s'immole en 2011 en Tunisie à cause de la corruption, les printemps arabes, il faut rappeler qu'ils sont nés de ça. La génération Z en ce moment qui Au manifeste Maroc, oui. enfin voilà, au Maroc, et puis après en Asie, ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe dans plein de pays, en Serbie, Au, les au- manifestations qu'il y a eu, au Tibet ou au Népal. Non, au Népal, il me semble, voilà. en Asie, oui. Oui, il y a eu au Népal, il y a eu au Laos ou je crois au Cambodge récemment. Enfin voilà, il y a un effet aussi géographique. Euh, et donc ça, en fait, on est capable de s'en offusquer, on est capable de se dire mais je pourrais pas vivre là-bas parce que à chaque fois que je ferais un acte, on me demanderait de l'argent. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être des citoyens vigilants et de lutter contre la corruption. Voilà aussi pourquoi je me suis engagée à Anticor. D'accord. Alors, je rappelle, vous êtes administratrice d'Anticor, c'est-à-dire vous êtes au bureau d'Anticor, au bureau de décision, et plus précisément, votre intitulé au sein de ce bureau, c'est que vous êtes coordinatrice justement de ces groupes locaux. La question étant, du coup, comment on fait pour rejoindre ces groupes locaux et pour participer localement à l'action d'Anticor? Alors, pour rejoindre les groupes locaux, alors déjà, il faut qu'il y ait un référent. On est présent dans à peu près 80 groupes locaux. Donc, sur le site, alors déjà, d'un point de vue très pratique, hein, sur le site d'Anticor, il y a une carte géographique et vous pouvez cliquer sur votre département et vous avez un lien de contact avec votre référent d'un groupe local. Si vous n'en avez pas, et si par exemple vous auriez envie d'être référent sur un groupe local, vous pouvez toujours, il y a un contact, alors je ne connais pas par cœur, mais pour, euh, pour se présenter comme, enfin, c'est pas une élection, hein, mais se présenter comme référent, même si c'est pas une élection, il y a quand même des garde-fous, je veux dire, parce que Anticor, on est quand même une cible aussi de personnes qui pourraient, voilà, on l'a déjà été, hein, qui peuvent utiliser Anticor, soit à des fins politiques. En ce moment, je rappelle qu'on est en période électorale, des municipales, et donc c'est une période très sensible pour nous. On est extrêmement vigilants. Et puis utiliser anticorps aussi à des fins personnelles, ça nous est déjà malheureusement arrivé. Donc on a un petit protocole quand même qu'on essaye d'être au maximum vigilant pour les référents qu'on recrute. Ce sont des bénévoles et ils ont accès, on va dire, une fois qu'ils sont dans leur rôle, ils ont accès à une boîte mail où ils reçoivent ce qu'on appelle des alertes. Parce que Anticor, nous, on n'est pas des Sherlock Holmes, on n'a pas de pouvoir judiciaire. On n'est pas à la presse non plus, mais on est, on va dire, à l'articulation entre, si vous voulez, les alertes qui viennent même de la Cour des comptes, par exemple. Hein. On se saisit souvent des rapports de la Cour des comptes, des cours régionales des comptes, parce que c'est précis et en général, voilà, de qualité. De lanceurs d'alerte aussi, de presse. Et en fait, on va se saisir de cette matière-là. Enfin, et c'est plutôt eux qui nous saisissent. Et on va, grâce à ça, aller ou pas. D'abord, faire un signalement. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite se constituer partie civile. Enfin, je veux dire, il y a une progression Mais hiérarchique. Hein. justement, c'est la question Ouais. que je voulais vous poser de la part de Sea Shepherd. Quels sont vos pouvoirs d'investigation? Comment se déclenchent les enquêtes, justement? Alors, c'est ce que je disais. Nous, on n'a aucun pouvoir Voilà, vous n'avez pas d'investigation. de... D'accord. Ouais. Néanmoins, on peut orienter, par exemple, des lanceurs d'alerte qui nous diraient, qui nous dénoncent quelque chose qui rentre dans notre objet social, parce qu'on a un objet social très particulier. On peut leur dire, voilà, là, il nous faudrait peut-être plus d'éléments. Peut-être que là, il faudrait saisir ce qu'on appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. C'est en fait
tout citoyen peut saisir la CADA. C'est une commission en fait qui nous permet dans les relations entre citoyens et l'administration d'avoir accès à des documents. Et ces documents permettent un peu de vérifier si les décisions ont été prises en bonne et due forme, s'il n'y a pas de dépassement. Bon, en ce moment, les gros sujets sur les frais de représentation, peut-être qu'on y reviendra, mais Oui. voilà, on peut, on peut les, on peut les, on peut les orienter, voilà, sur peut-être des recherches à faire, mais voilà, nous, on va pas faire les recherches non plus à leur place. On n'a pas le temps, comme je vous dis, on est des bénévoles et on va se Et saisir de ça. du coup, Pardon? il Oui. vous arrive potentiellement de saisir différents types d'autorités pour déclenchement des articles d'article 40 peut-être euh, je rappelle Alors, l'article 40, c'est les fonctionnaires ou les élus qui peuvent déposer une... alors, je n'ai plus exactement le nom, mais commencer en tout cas une procédure pour dénoncer une action potentiellement qui tomberait sous le coup de la loi. Du coup, oui, s'ils sont victimes voilà. personnellement. C'est... Ok. Voilà. Donc, il faut que la personne, nous, en fait, on a un espèce d'article 40 avec notre constitution de partie civile, mais en fait, on peut effectivement dire à quelqu'un de se saisir de cet article 40. C'est une obligation, il faut pas Oui. oublier ça. C'est que toute personne physique qui est au courant ou qui est elle-même, voilà, euh, dans sa fonction par exemple un fonctionnaire ou un conseiller municipal qui est au courant voilà, de détournement de fonds publics, normalement se doit de le faire. Après, il y a une grosse culture de l'omerta où on va souvent juger ces personnes assez mal d'ailleurs en disant que c'est des collabos, etc. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est des gens qui défendent l'intérêt public quand même, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais plus où j'en étais. Euh, On peut donc, revenir on là-dessus plus parlait de tard si la... vous voulez, c'est pas Ouais, grave. bien sûr, non, mais C'est pas grave. ouais, Ah tout à bah, fait. alors j'ai une question de Cristalgre qui évoque un des sujets sur lesquels on parle beaucoup d'anticorps tous les ans. Donc question de Ouais. Cristalgre, chaque année vous décernez les prix éthiques et des casseroles. Bien souvent ce sont les casseroles qui sont le relais dans la presse de vos cérémonies. Les prix éthiques, eux, sont malheureusement faiblement mis en valeur. Est-ce que l'éthique est encore défendue dans notre société et comment mettre plus en valeur ces bonnes pratiques? Voilà, c'est la question de voilà pourquoi le buzz est sur les casseroles et jamais sur ceux qui respectent et font bien les choses en soi. Mais je dirais que ça, c'est un problème de médias et de Hmm. société, hein. Je veux dire, l'audience aujourd'hui, malheureusement, elle se fait sur ce qui fonctionne pas et pas sur ce qui fonctionne. Alors, on remet dans les critiques effectivement des casseroles et des pantoufles pour les pantouflards, mais un petit peu moins que nos prix éthiques. On essaye d'avoir des prix éthiques d'ailleurs dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la recherche, que ça soit par exemple aussi dans l'illustration d'une action voilà, qui nous apparaît vertueuse. On le fait pas, par exemple, on va pas remettre un prix à la Cour des comptes parce que c'est son métier hein, de vérifier si les choses se passent bien. Il y a un préfet, c'est son métier aussi. Donc on le fait pour des gens qui prennent un risque aussi. Du coup, pour des lanceurs d'alerte. Euh, Moi, je comprends très bien sa question et je suis très attachée en fait au fait de voir ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. C'est pour ça, par exemple, que j'ai beaucoup d'actions. Enfin, déjà parce que je suis pas juriste, donc je me sentirais pas forcément légitime. Mais moi, j'ai beaucoup d'actions de sensibilisation, par exemple, comme je vous parlais au Père Lachaise, mais le festival de la corruption en images, c'est une façon de sensibiliser les gens quand on va dans les écoles parler aux lycéens voilà de la corruption. C'est une action positive pour moi. Quand on va voir les élus, on leur demande de reprendre nos recommandations que ce soit pour les municipales, que ce soit les européennes ou les législatives. C'est une façon de les sensibiliser. Et voilà, moi je préfère voir le verre à moitié plein parce que souvent, par exemple, on a fait un tour de France il n'y a pas longtemps et souvent c'est ah c'est terrible, la corruption, etc. Mais en fait, quand vous regardez les données, par exemple, de l'Agence française anticorruption qui sont sorties, comment dire, il y a quelques mois, euh, des élus condamnés, hein, définitivement, pour des atteintes à la probité, il y en a 936 sur 500 000 élus. Donc,
à un moment donné, il faut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça ne veut pas dire que ça n'augmente pas non plus. Après, il faut relativiser ça parce que les élus n'ont jamais été aussi encadrés. Il y a de plus en plus de lois. Il faut aussi rappeler ça. Mais voilà, tout ça, c'est une question d'éducation. Et donc, je trouve que les choses vont en s'améliorant, en fait. Voilà. D'accord. Donc, moi, je fais plutôt un message positif, même si ça m'empêche pas d'être vigilante, comme je vous dis. Voilà. Et alors, Mais j'ai une question de Calias par rapport au pouvoir politique et notamment à l'État. C'est plus une double question au final parce que les deux questions se joignent, donc je vais les poser ensemble. Vous êtes souvent oui. perçus comme des lanceurs d'alerte institutionnels. Est-ce que l'État vous soutient ou vous freine dans vos actions, tout en rappelant qu'Anticor a récemment vu son agrément être menacé puis renouvelé? Et est-ce que du coup, ça remet pas aussi en cause une forme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Voilà. En fait, c'est deux questions qui vont plutôt ensemble. C'est pour ça que je me permets de les mettre ensemble. Oui, alors je vais essayer. C'est une longue question Oui. parce que la question de notre agrément a été, bref. Je vais essayer de résumer. Alors, on a depuis 2015, c'est-à-dire, bon, en gros, l'affaire Cahuzac, 2013, ça a eu un grand retentissement. Les scandales, en général, ça permet de faire évoluer les lois tout simplement, hein, Cahuzac. Et donc, la création pour nous, sous le gouvernement Hollande, de ce qu'on on a eu un agrément, en fait. Et cet agrément nous est donné par le ministre de la Justice tous les 3 ans. Cet agrément, en fait, nous permet de nous constituer partie civile sur un certain nombre d'infractions à la probité. C'est-à-dire, on est considéré comme les représentants citoyens victimes de la corruption, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, en fait, individuellement, vous pouvez vous constituer partie civile parce que vous avez un préjudice personnel, mais la société n'était pas représentée dans ce préjudice général. Donc, on a voilà cet agrément. Vous en avez entendu parler, puisque j'imagine cette question n'est pas innocente, mais cet agrément nous a été, il est renouvelé tous les 3 ans, et en 2000, il devait être renouvelé en avril, non, même en février 2021. À ce moment-là, donc, Monsieur Dupond-Moretti a dû se déporter parce qu'il était ministre de la Justice, mais comme vous le savez, on a porté plainte contre lui pour prise illégale d'intérêt. Euh, et donc, c'est Castex, à l'époque, qui nous l'a donné. Et quand il nous a donné cet agrément, en fait, cet agrément, je vais essayer de faire simple parce que ça a été vraiment une histoire très longue. Et heureusement, on avait des pontes en droit administratif avec nous, notamment Paul Cassia, qui est professeur à l'Université Paris 1 et qui était à ce moment-là président d'Anticor. Mais pour faire rapide, cet agrément a été mal rédigé. C'est-à-dire qu'en droit administratif, en gros, il disait Anticor, vous remplissez toutes les conditions, mais néanmoins, vous n'avez pas de commissaire aux comptes, ce qui était faux. Enfin voilà, il y avait un certain nombre de choses. On nous disait voilà, on vous le donne, mais bof, en gros. Sauf qu'en droit administratif, alors déjà on est obligé d'accepter, on a bien vu qu'il était mal rédigé, mais si vous voulez, en droit administratif, soit on vous le donne, soit on vous le donne pas. Et en fait, c'est, on va dire, des pas contents. Il y a toujours des pas contents dans une association, enfin, c'est un peu la base, qui ont été défendus à l'époque par un avocat qui s'appelle Thirier, voilà, qui est assez connu sur la place publique. Euh, et en fait, ils ont attaqué non pas Anticor, mais l'agrément, c'est-à-dire la manière dont il était écrit. Et donc, en fait, par ricochet, ça nous enlevait l'agrément, puisqu'il D'accord. n'était plus valable, ce papier n'était plus valable, et par conséquent, ça nous enlevait rétroactivement toutes les affaires où on s'était constitué partie civile pendant 3 ans. Donc, ça a été une lutte judiciaire, politique, parce qu'en fait, au final, je voudrais juste rappeler qu'on nous l'a redonné le 5 septembre 2024, c'est-à-dire
une demi-journée avant que Gabriel Attal passe en fait la main à Monsieur Barnier, en fait, le ministre de l'époque. Alors qu'il aurait pu nous donner cet agrément 2 mois avant. Alors que Madame Borne aurait pu nous le donner, puisqu'elle avait dit qu'on remplissait toutes les conditions. Et là, récemment, en fait, l'État a été reconnu coupable, en fait, d'avoir mal rédigé cet agrément. Donc, euh, évidemment, on n'a aucune preuve, on n'en aura jamais, mais en fait, il nous semble que notamment parce qu'à l'époque, on s'attaquait quand même à beaucoup de proches du pouvoir et ça fait partie aussi de notre rôle. Et quelle que soit l'orientation politique, oui, en fait, on est. Voilà, le fait que l'agrément soit donné par le ministère de la Justice et le Premier ministre, qui potentiellement sont des gens à qui on peut s'attaquer, c'est un vrai problème. C'est pourquoi on demande, nous, à ce que l'agrément soit donné par une institution indépendante, type, par exemple, le défenseur des droits. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Ah si si, répondu, parce que c'est bien clair c'était assez long. la problématique de potentiellement avoir une procédure en cours avec le ministre, enfin, le garde des Sceaux, le Premier ministre, et potentiellement, bon, ça fasse un peu bâillon dans la logique, cette idée de ne pas redonner l'agrément au moment de son renouvellement, bien sûr, oui, oui. Bah, ça répond au final aux deux questions, parce qu'on revient sur l'agrément et sur le souci vis-à-vis du pouvoir et des pressions qui peuvent être effectuées. Alors, on est en plein dans le sujet en ce moment, voilà, depuis la semaine Ouais. dernière. Et là, c'est pas sur les frais de notes, mais sur autre chose. Vous avez été avec Anticor partie civile dans le cadre du profil de l'affaire du financement libyen, voilà, affaire Kadhafi qui est liée donc à l'ex-président Nicolas Sarkozy. Pardon. Pouvez-vous nous rappeler quel est votre rôle en tant que partie civile et quel travail ça représente en amont pour l'association? Et enfin, quel bilan vous faites de ce procès? Voilà, question de Cristal. Alors, en fait, au départ, c'est l'association Sherpa qui nous a invités, on va dire, à se constituer partie civile dans ce dossier. C'est eux qui se sont saisis parce qu'ils sont, je vous disais, on est 3 associations à lutte contre la corruption. Eux, on va dire, ils sont plus leur objet social est plus voilà sur les infractions de corruption à l'étranger, notamment sur des biens mal acquis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gouvernements, souvent des dictatures, hein, il faut pas se voiler la face, et qui en fait détournent de l'argent aussi de leur pays, avec la complicité potentielle aussi, voilà, en Europe, et voilà, qui achètent beaucoup d'immeubles à Paris, dans des quartiers huppés, par exemple. Bon, donc ils nous ont invités, ils nous ont dit voilà, et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse pour revenir à ce qu'on disait en arrière. Eux aussi ont eu beaucoup de problèmes d'ailleurs après cette constituée partie civile dans ce dossier Sarkozy pour le renouvellement de leur agrément. Enfin, D'accord. je referme la parenthèse, mais pour vous dire que il n'y a pas que nous qui sommes dans le viseur. Et donc, ils nous ont invités parce que ça faisait sens. Et d'ailleurs, c'est ce que le parquet national financier a souligné, le fait que les parties civiles, c'est-à-dire que les citoyens soient représentés dans cette affaire, fait sens dans des affaires de corruption, détournement de fonds publics, voilà. Euh, et alors moi, ce qui était intéressant, je pourrais vous donner aussi mon témoignage, c'est que là, on a mandaté évidemment un avocat. À chaque fois dans nos affaires, c'est pas nous qui y allons. C'est-à-dire que les ressources qu'on a servent à payer des avocats qui vont dans ces affaires. Donc là, c'était Madame Claire Josserand-Schmidt, qui a été d'ailleurs une très bonne avocate. Et puis personnellement, en fait, moi, j'ai pu assister en fait à plusieurs moments de ce de cette séquence au tribunal. Enfin, j'y suis allée peut-être une dizaine de fois, donc c'était très intéressant. Je voudrais juste noter par rapport à ça et par rapport aux médias, c'est que il y a eu, allez, 4-5 médias de presse qui étaient là tous les jours. Les médias audiovisuels étaient là au début, à la fin, mais n'ont jamais mis les pieds dans le Bien sûr. tribunal. Je tiens juste à rappeler ça parce que, si vous voulez, des fois, on entend des choses sur les plateaux qui sont
Bon, on ne sait pas d'où ça sort, en fait, tout simplement. Enfin, je vais être gentille. Oui, 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 Et donc, bah, allez-y, allez-y, allez-y. non, non, parce que en fait, des fois, j'ai l'impression que je pars dans mon, Non, non, mais voilà, justement, sur le c'est fil et que j'en intéressant oublie la question de de départ. savoir le bilan que vous en faites, du coup, de ce procès dans lequel vous étiez partie civile. Le bilan, c'est que, en fait, à Anticor, on n'est jamais content qu'un président se retrouve accusé, que des élus se retrouvent accusés, parce que, enfin, je tiens à dire ça parce que, en fait, ça jette l'opprobre sur tous les autres. Et la plupart des élus, ce que je dis, c'est plutôt des gens honnêtes qui font un travail compliqué. Et si vous voulez, franchement, au niveau international, enfin, il faut regarder aussi comment la presse euh, hors France a traité le sujet. C'est un peu, c'est une honte en fait. Moi, j'ai un peu honte. Enfin, c'est pas j'ai un peu honte, j'ai honte tout court. Et, euh, et donc voilà, ça nous attriste, ça nous attriste. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif. J'en viens au positif dans ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand il y a des scandales, quand il y a des choses comme ça qui se passent, ça veut dire quand même qu'il y a une presse indépendante, qu'il y a une justice qui est indépendante. Ça veut dire qu'il y a en gros des contre-pouvoirs qui peuvent encore s'exercer. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est ça aussi le côté positif voilà, que je tire de ce procès, en fait. D'accord. Et alors, bah, ça fait réagir dans le chat. J'ai un citoyen, j'ai quelqu'un qui me dit est-ce que moi, citoyen, je peux faire appel à Anticor si je soupçonne un délit de corruption dans ma commune? Comment je fais en tant que citoyen pour saisir et transmettre l'alerte? J'imagine au travers des groupes locaux? Oui, et si on n'a pas directement à nous, nous conseillons à Anticor. D'ailleurs, on a fondé la maison des lanceurs d'alerte avec les autres associations anticorruption, mais aussi des journalistes, des syndicats de journalistes, etc. On conseille de jamais y aller tout seul. D'accord. Parce que, parce que c'est, en fait, vous pouvez avoir des représailles, en fait. Et ça, on en voit tous les jours hein, des lanceurs d'alerte. Leur vie, elle est bouleversée, cassée, parce que en face, parfois, c'est pot de fer contre le pot de terre. Et, euh, et voilà, enfin, des situations de lanceurs d'alerte qui n'ont plus de revenus, plus rien. Enfin, leur vie est détruite. Donc, nous, en tant qu'anticorps, on peut vraiment être ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est comme ça en droit, des facilitateurs. C'est-à-dire qu'on vous protège et on y va à votre place, en fait, D'accord. même si vous êtes en arrière-plan. Donc voilà, moi, je, je dis toujours qu'il faut pas y aller seul. Hein. Voilà, surtout. Alors j'ai une question sur enfin, sur l'actualité. Vous avez peut-être entendu parler cette affaire Bilongo liée à Tracfin peut-être avec Tracfin qui aurait été missionné par les Émirats Arabes Unis de faire une enquête sur le député Carlos Martins Bilongo de la France Insoumise. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que Anticor a peut-être été saisi sur la question? Voilà, question du chat. Ou voilà, Alors il y a un honnêtement, soupçon sur non. le sujet, donc pas encore. D'accord, voilà. Non, non, pas encore. Et puis alors, je suis pas toutes les affaires pour tout dire. On en a 160. Euh, Ouais, pour rappeler, voilà. alors on n'est Donc, pas sûr que ça soit une affaire, c'est des gros soupçons dans lesquels Tracfin, qui sont donc ouais. les services de Bercy Mm. pour suivre au niveau du blanchiment, etc., aurait été missionné par les Émirats Arabes Unis de mener une enquête contre le député LFI Carlos Martins Bilongo qui a été blanchi dans le cadre de l'enquête qui a été menée par ailleurs derrière. Et donc ça avait fait la une pendant il y a quelques jours vis-à-vis de cette révélation qui était lieu dans un journal et il y avait eu d'ailleurs lieu à une question au gouvernement sur le sujet ce mardi. Voilà, donc je posais la Ok. question. Peut-être saviez-vous. Voilà. Euh, Non, non. Alors là, ça m'a échappé. Mais il y en a plein qui nous échappent. Hein. j'imagine bien, oui, oui, j'imagine bien. Ouais. Euh, alors, petite question de Stiofan sur le bilan sur les dernières années. La corruption en France aujourd'hui, comparée à il y a 30, 20, 30 ou 40 ans, est-ce qu'on voit une amélioration, une dégradation? Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il y a de plus en plus de lois. Mhm. Donc, forcément, il y a de plus en plus, enfin, de condamnations aussi. Enfin, ça veut pas dire que il y avait moins de corruption avant.
Je pense que c'est elle est davantage connue en fait. Elle est davantage voilà. Et puis parce que voilà, il y a des associations comme nous qui existent, qui n'existaient pas avant, parce qu'il y a un parquet national financier qui n'existait pas avant aussi, par exemple, parce qu'il y a des déontologues aussi dans les assemblées nationales, parce que voilà, il y a tout un tas de vous voyez, d'éléments qui font que il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique aussi. Voilà, il y a tout un tas en fait d'arsenal juridiques ou citoyens qui sont mis en place et qui font que effectivement il y a on a l'impression qu'il y a et bon puis les médias s'en saisissent aussi beaucoup mais qu'il y a plus de corruption qu'avant. Moi je pense que les choses s'améliorent. Je veux dire, on n'aurait jamais vu avant des présidents condamnés, des premiers ministres condamnés. Ça n'existait pas, en fait. Oui. La seule, historiquement, hein, puisque je suis historienne, moi je sais que c'était Jules Grévy, président au 19e siècle, qui avait démissionné parce que son gendre Wilson faisait du trafic de décoration. Vous savez, les fameuses légions d'honneur, etc. Sauf qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de retraite, les légions d'honneur, ça permettait d'avoir une retraite. Et donc, il a dû démissionner, voilà, je crois, 1895. Bon, voilà. Mais ça, c'était des gros scandales, ou scandales de Panama, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les scandales, on a l'impression que, enfin, vous en parliez tout à l'heure, il y en a même, voilà, ça m'a échappé, suite Tracfin, dont vous avez parlé. Donc, oui, oui, moi, je pense que globalement, on est dans une société qui fonctionne mieux. Voilà. D'accord. Et bon, la question, en fait, c'est aussi comment on fait face à des montages qui sont toujours de plus en plus complexes, pour, notamment vous en anticorps, pour réussir à lutter face à ça. C'est-à-dire que, bon, avant, on avait beaucoup, vous savez, la logique de pantoufle, où on faisait nommer parmi ses collègues parlementaires, enfin, on nommait nous-mêmes nos enfants, notre conjointe ou autre quand on était parlementaire. Aujourd'hui, ça se fait au travers d'autres. Euh, Maintenant, on voit que au travers d'autres parlementaires, et c'est légal, hein, parce que c'est pas un employé direct. Il y a la question du pantouflage au niveau notamment, je me rappelle de Monsieur Castaner avec Chine, potentiellement, que ça avait été une question qui avait été soulevée. Comment on fait pour lutter face à tout ça, ces nominations, ces positionnements de personnes à des postes précis qui peuvent s'apparenter potentiellement des fois à de la corruption, ou du moins à une malutilisation, une mauvaise utilisation des deniers publics, hein. Comment vous faites, vous, sur ces sujets pour alerter avec Anticor? Ben, en fait, il y a une forme de c'est un sujet un peu complexe. Alors, on fait pas tout seul, évidemment. Comme je disais, nous on saisit de aussi ce que les lanceurs d'alerte ou la presse révèlent. Hein. Et on n'est que des bénévoles. Donc, bon, la presse, il y a quand même une presse d'investigation qui existe et qui est plutôt bien faite. Après, ce qu'on dit, c'est on dit aux citoyens, allez voir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple. Vous pouvez très bien aller regarder, par exemple, votre élu, celui qui a un mandat exécutif, ou vous pouvez très bien aller voir votre député, voir s'il a bien rempli sa déclaration. Alors, vous pouvez aller en préfecture, aller voir la déclaration de patrimoine de votre maire, mais vous ne pourrez pas prendre de photos, il faudra avoir une bonne mémoire. Et pour vous rappeler de tout ce que vous avez lu. Et puis, si vous le diffusez, vous avez 45 000 € d'amende, je crois, de mémoire. Enfin, bref. Oui. Donc, oui, il y a encore des gros, il y a des gros barrages encore. Il faut les lever. Est-ce que vous Ce qui travaillez est avec intéressant, vous travaillez avec le législateur dans ce sens ou pas? oui, alors il y a, on a un gros travail de plaidoyer et on est souvent reçu dans les commissions parlementaires pour bah, faire avancer nos idées. Donc ça, on ne manque pas de le faire. Moi, j'y vais pas personnellement parce que ce que je vous disais, je suis pas juriste, donc je me sentirais pas forcément légitime de le faire. Mais on a un gros travail de plaidoyer sur ce sujet. Nous, on a un gros sujet en fait qui ne bouge pas. Et ça fait des années, et j'entendais Eric Alphen il n'y a pas très longtemps le dire, donc un fondateur d'Anticor, c'est pourquoi quand on a été pris la main dans le pot de confiture, pourquoi, même si on a 5 ans d'inéligibilité, pourquoi on peut se représenter? Mais ça, c'est scandaleux. Je veux dire, pour un pédophile, je veux dire, on comprendrait pas qu'on le remette, je sais pas, dans une école. Pourquoi on n'arrive pas, en fait,
à changer ça. C'est quand même, pour moi, voilà, c'est le Donc, truc le plus avec, énorme et le plus scandaleux qui puisse exister, quoi, en donc, fait. avec Anticor, vous plaidez pour que toute condamnation liée Pour au un bien casier public ou vierge, autre, pour un casier vierge pur et... oh, d'accord. Donc, ouais, Anticor un plaide à un casier élu. vierge pour candidater à être élu à une élection. Mais oui, mais quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes, il y a des postes où vous devez avoir un casier judiciaire vierge, en fait. Pourquoi ce serait pas possible pour les élus? Enfin, c'est incompréhensible. C'est de l'argent public qu'ils manipulent, c'est pas leur argent personnel. Ils ont été pris quand même la main dans le sac, quoi. C'est-à-dire pour, je sais pas, par exemple, s'acheter des choses qui n'ont rien à voir avec leur mandat, par exemple. Donc ça, mais c'est ou favoriser, par exemple, je sais pas, leur famille euh, faire du favoritisme en BTP. Enfin, ça, c'est voilà, il y a des secteurs comme ça qui sont quand même un peu gangrénés par tout ça, quoi. Donc, je sais pas si au final, j'ai répondu à la Oui, oui, question mais sur. en fait, moi, ça me fait faire le lien aussi avec enfin, les mandats déchus dans le cadre des décisions du Conseil constitutionnel. Par exemple, là, on en a eu trois récemment, Oui. dont Monsieur Vogetta ou Madame Barège, que j'avais reçu en interview. Alors, par exemple, dans le cas de Madame Barège, qui elle avait utilisé des conseillers, enfin non, des agents de la mairie, du coup, pour sa campagne, il n'y a pas forcément une peine pénale derrière. Est-ce que ça rentre en compte? Parce que c'est pas forcément dans un casier. Elle a perdu son mandat, mais elle n'a pas eu de condamnation à proprement parler. Pour autant, elle a fait une mauvaise utilisation des fonds d'une collectivité pour sa campagne. Comment on fait pour le faire rentrer en compte, ça, par exemple? Parce qu'elle s'est fait avoir, enfin, elle s'est fait attraper, je veux dire, voilà. Mais ça rentre pas en compte dans le cadre d'un casier. Non, bah ça devrait. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais ou même si enfin, ça devrait parce que il doit y avoir une traçabilité. Alors bon, une traçabilité de ces condamnations, parce que c'est du détournement de fonds publics en fait. C'est notre argent en fait. Cet argent-là, bah c'est, je sais pas, un poste en moins d'AVS en école, etc. Donc, enfin, là Après, si pour je le me trompe coup, pas, dans ce cadre, je crois que ça ne rentre pas dans le cadre pénal parce qu'on ne peut pas faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel. Donc il n'y a qu'une mhm. instance et du coup on ne peut pas faire appel comme un circuit judiciaire classique où il y a une première instance, un appel où il peut y avoir un rejugement derrière. Donc il me semble qu'il y a aussi ce sujet-là qui fait que voilà, Je connais pas voilà, mais une décision du Conseil constitutionnel sur la perte d'un mandat et une illégibilité, il y a pas d'appel possible. Voilà. Oui, oui, bien sûr, mais après pour les élus locaux, de toute façon, c'est le préfet et ils sont tout de Mhm. suite défaits de leur mandat, ce qui n'est pas le cas des députés. En l'occurrence, il y a une espèce de différence parce qu'ils représentent la nation. On notera que Et, Madame Le Pen a attendu pas mal de temps avant de perdre son mandat de conseiller départemental vers Hénin Beaumont quand elle a eu sa condamnation avec exécution provisoire d'ailleurs. ouais. Oui, bah le problème c'est comment dire la, la justice malgré tout fait des progrès parce que elle s'applique de plus en plus à la délinquance en col blanc, ce qui était quand même un peu moins le cas avant, donc on peut noter un progrès. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a quand même une forme d'inégalité, un petit peu de traitement dans les prévenus. Hein. Euh, et donc ça choque beaucoup. Je veux dire, par exemple, sur la fameuse exécution provisoire, il y a quand même, faut noter que 65% des Français sont pour. Mm. Donc, en fait, les exceptions, c'est pour qui, en fait? C'est toujours les mêmes en fait. Je veux dire, la nuit du 4 août, je suis encore historienne, mais je vais rappeler quand même un petit peu des bases. La nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. Et je tiens aussi à rappeler ce qu'on ne sait pas trop, c'est que c'est même des nobles eux-mêmes qui ont dit il faut qu'on enlève nos privilèges, parce que sinon, enfin, on va pas pouvoir continuer à fonctionner en société. Donc, ça ne venait pas que du tiers-État. Et donc, il y a quand même aussi des élus qui s'indignent aussi de ces traitements différenciés. Voilà, parce qu'on a eu un mandat. Un mandat, c'est pas un travail, hein, c'est Bien un sûr. mandat. Ça veut dire qu'on est élu à un moment donné. Des citoyens nous font confiance et ben, il faut être digne de cette confiance. Et là, je vais souligner une question qui se pose actuellement d'ailleurs avec les ministres que nous avons.
un mandat est électif et on peut et on peut potentiellement conditionner à un casier ou autre des candidats. Une nomination passe par-delà toute inéligibilité en France aujourd'hui. Voilà, on rappelle la théorisation potentielle, Jordan Bardella, enfin, voilà, Jordan Bardella président, Marine Le Pen première ministre, malgré son exécution provisoire. Pourquoi? Parce que c'est une nomination et que ça passe outre toute exécution provisoire d'inéligibilité vu que ce n'est pas un mandat électif. Est-ce Mhm. qu'il y a un travail à faire sur le sujet des nominations du point de vue du législatif? Bah, aujourd'hui, il me semble, hein, par exemple, alors oui, il y a un travail. En fait, il y a une espèce de zone d'ombre, en fait. Enfin, il faut le dire, hein, parce que finalement, bon, les élus, il y a du travail à faire, mais il y a une espèce de zone d'ombre aussi autour de nos élus, de tous ceux qui travaillent pour eux. On l'a vu avec l'affaire Fillon et les assistants parlementaires familiaux, les emplois, voilà, et puis en plus fictifs de sa femme. Mais aussi, voilà, il y a des conseillers à droite, à gauche, en fait, avec aussi une opacité sur leur rémunération, hein, il faut le dire. C'est pas toujours très clair. Et puis, alors, je sais qu'il y a eu des progrès parce que sur le site de la HTPV, alors vous allez me dire, je reviens là-dessus, mais il y a effectivement je sais plus comment ça s'appelle, mais les personnes qui sont effectivement proches de fonctions exécutives importantes ou de ministres, etc., je crois, se doivent de faire des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Par contre, elles ne sont pas divulgables de D'accord. mémoire. Bon, voilà. Alors, la question de la divulgation et la transparence, parce qu'en fait, là, on parle que de ça hein, depuis tout à l'heure. La transparence, nous, enfin, on a trois mantras la transparence, la transparence, la transparence. À un moment donné, la transparence, c'est l'antidote à la suspicion. Et c'est une façon aussi je veux dire, si les élus, les maires, enfin tous les élus mettaient au fil de l'eau, et ça peut être valable aussi pour les dépenses de campagne, au fil de l'eau leurs dépenses, je veux dire, il n'y aurait pas de suspicion. Et puis peut-être qu'ils feraient davantage attention, en fait. Enfin, je veux dire, c'est assez. Ça paraît basique hein, comme à faire, mais enfin, c'est tellement basique que finalement, enfin, il y en a peu qui le font. C'est étrange cette histoire aussi. Oui, et Donc, du coup, juste pour revenir voilà, sur le ministre qui peut être nommé et que ça passe par-delà toute peine d'inéligibilité, est-ce qu'il n'y a pas un véritable sujet sur ça voilà, que ça passe par-delà toute condamnation, en fait, et qu'on peut nommer, j'ai envie de dire, presque n'importe qui? alors normalement, Et je parle la pour les ministres HTPV et premiers a ministres, hein, voilà. ouais, ouais. Normalement, la HTPV a 2 mois avant les nominations ou 15 jours, non, pour examiner les déclarations d'intérêt, etc. Bon, je sais pas si enfin, vous souvenez peut-être de la jurisprudence Balladur-Bérégovoy qui disait qu'à un moment donné, un ministre mis en examen, en fait, devait se retirer en fait de sa fonction, en fait. Bon, il Malheureusement, semble que la pratique aujourd'hui n'est oh, plus. alors en ce moment, là pour le coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un peu remis en question Oui, hein, ces derniers temps. voilà, Rachida Sur Dati actuellement à la culture notamment. Je sais voilà. plus, je crois Donc que Monsieur Dupond-Moretti, je sais plus s'il y avait une mise en examen à l'époque, était en procès. Il y a eu également un moment Monsieur Darmanin, mais oui, pareil, je sais pas s'il y avait une mise en examen. Je me rappelle plus exactement le degré des procédures de chacun, mais oui, bon, oui, on il se y en rend compte a un certain nombre. qu'aujourd'hui, voilà. Et là-dessus, en fait, c'est vrai que là-dessus, il y a une régression, je trouve. C'est qu'on avait eu à un moment donné quand même cette espèce de jurisprudence où, à un moment donné, bah, mais ça paraît normal pour être enfin, je veux dire, c'est l'exemplarité en fait. On se retire de sa fonction quand on est mis en examen et puis parce que en fait, on protège la fonction, on pense pas à soi. C'est ça qui est important en fait. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas élue, mais j'imagine que en tant que voilà, si j'étais nommée, élue ou quoi que ce soit, c'est la fonction que je protégerais. C'est pas moi. Et donc je me retirerais, voilà, de celle-ci, quoi. Je trouve que ça, là aussi, hein, c'est la base. Hein.
Et Mais c'est ce qu'on demande, hein, en tout cas, nous, enfin, en Anticor. Hein. on parlait On a beaucoup de, toujours. on parlait beaucoup de la transparence juste avant. Et là, c'est un gros sujet à Paris, la transparence et la transparence des notes de frais notamment. Est-ce que c'est des choses qui ont vocation à être les notes de frais publiques ou il faut vraiment aller creuser pour les chercher, les notes de frais des communes? Est-ce que c'est une exception à Paris ou est-ce que c'est la norme? Euh, alors, moi, j'ai pas fait un benchmarking sur toutes les communes, Non, mais savoir si on est dans la etc. normalité, on va Ouais. dire. Bah, les frais de représentation, ça a toujours existé. On peut saluer. Non, mais on vient de loin, en fait. C'est ça qu'il faut voir. On vient de très loin. Il y a eu quand même une petite progression parce qu'elles ont été encadrées. Déjà, ouf. Alors, moi, je trouve que pour le coup, euh, à la ville de Paris, par rapport, par exemple, à l'Assemblée nationale, bah, je trouve qu'ils sont un peu en retard parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle l'avance des frais de mandat. Oui, la Donc, FM, ouais. en gros, voilà. Alors qu'à Paris, par exemple, c'est une enveloppe et je dépense, en gros. Alors, on rappelle que même à l'Assemblée nationale, il y a une partie qui est potentiellement retirable en cash et qu'on ne demande pas de justificatif Ouais, sur la dépense cash. 650. Ouais. Voilà, souvent ça va être utilisé, on va dire, ça va être pour payer un coup à un bar ou au restaurant ou autre à des élus, offrir un café. C'est la justification souvent des élus, hein, mais Ouais, il s'acheter le existe encore de journal. l'argent qui n'est pas du tout Mais tracé dans oui, sa dépense à équivalent de 150 euros par semaine, je crois. semaine, ouais. Semaine, voilà. Et Ouais. ça, c'est du complément à tout le reste. Voilà. Bon, et je crois que il y a 5 600 € d'enveloppe hein, de frais de mandat, si je me brut, si je me souviens bien. Et en fait, mais par contre, le progrès qu'il y a eu, parce que avant, quand même, c'était ce qu'on appelait, ils avaient une enveloppe et pareil, on dépensait sans compter. Aujourd'hui, ils doivent justifier, alors, de ce qu'ils dépensent. Ouais, Et je précisais parce que quand même, 150 euros par semaine pendant 5 ans, à la fin, ça fait 39 000 euros où on ne demande pas de bien sûr, justificatif. mais Ce qui, en fait, le cumul est très, très, très important. Sur 5 ans, si alors je m'amuse à faire le calcul, mais si on avait 577 députés qui s'amusaient à faire ça, à la fin, on en est à plus de 22 millions et demi au bout de 5 ans d'argent ah ouais. où on ne Mm. demande aucun justificatif. Voilà, c'est assez Ouais. impressionnant quand même, hein. Je crois que le Sénat, c'est encore pire, hein, de mémoire. Mais bon, donc oui. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit ça, effectivement, il y a des gros progrès à faire. Je pense qu'on vient quand même de beaucoup plus loin. C'est-à-dire avant, il y avait l'IRFM, c'est-à-dire voilà, bah, c'était une enveloppe. Il y avait ce qu'on appelait, vous savez, les caisses noires. Enfin, il y avait, Oui. on donnait à des associations. Bon, donc ça s'améliore. C'est absolument pas parfait. Et Ce vous qui avez était dans l'idée raison de d'ailleurs souligner. de profiter de cet argent pour, entre guillemets, rincer les associations qui nous sont Ouais, bénéfiques pour les élections qui suivent, hein. C'était clairement dans cette logique du très électoraliste. clientélisme. Voilà, très clientéliste. Voilà, on est absolument d'accord. Et donc, bon, il y a un peu de progrès, mais en fait, il faudrait fonctionner autrement, en fait, sur Paris ou dans les villes. Et puis, ça devrait être pareil partout, en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans telle commune, on fait comme ci, dans telle autre commune, on fait comme ça. Enfin, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas finalement des règles communes pour chaque commune de même taille, parce qu'évidemment, on ne peut pas demander la même chose à Paris qu'à une ville de moins de 3500 habitants, c'est évident. Mais qu'il y ait, on peut imaginer une enveloppe, ça, il y a pas de souci à ne pas dépasser, mais moi, je dirais plutôt qu'il faut, au fil de l'eau, les choses soient mises sur Internet, que les élus, bah, je dépense tant, hop, c'est sur Internet, qu'il y ait une visibilité citoyenne. Et là, je pense que les élus seraient beaucoup plus prudents, Euh, en en, l'occurrence. en ce moment, c'est l'association. Alors à Paris, je crois que c'est Transparence Citoyenne, l'association qui avait Ouais. a travaillé avec Mediapart sur les notes de frais, qui d'ailleurs se. Je pense pas qu'ils aient travaillé avec Mediapart parce qu'ils sont pas du tout du même bord Oui, oui, non, mais je sais, mais c'était Ouais. l'association qui avait fait remonter Mm. une partie de l'information avec Oui, à tout à Mediapart. fait. Et Mm. Mediapart avait repris ces informations, justement. C'est dans ce sens-là Et il y a que. eu Libération Voilà, aussi c'est ça. après. Enfin, Mais voilà. la source Mais c'est vrai originelle, qu'en ça ce... venait de cette information. Oui, Oui, je tout sais. à fait. On a Ouais. appris après qu'il y avait un financement lié à Pierre-Édouard Stérin.
direct ou indirect, je me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai que est-ce qu'on peut parler aussi de procédures de bâillonnage de ce genre d'associations qui ont pour vocation des fois à dénoncer une malutilisation des deniers publics, hein, parce que par exemple, bon, ils ont fait de l'affichage sauvage, voilà, et la mairie de Paris leur tombe dessus avec une facture à plusieurs centaines de milliers d'euros pour dans le cadre justement de cette dénonciation. Est-ce qu'on peut parler de procédure Bayon dans ce cadre de sujet où on a une association qui cherche à alerter sur une Mhm. thématique et que derrière bah, le pouvoir en place dans la collectivité bah, fait tout pour un peu faire Alors, je taire connais, cette opposition, voilà. ouais, je connais pas exactement enfin, les suites hein, qui ont été données pour enfin, cette association sur ce sujet. En tout cas, si j'élargis, si j'élargis votre propos, parce que je veux pas dire de bêtises, oui, c'est des procédures bâillons. Enfin, tout ce qui entrave à un moment donné, tout ce qui est fait pour entraver la parole citoyenne et la transparence. Enfin, les lanceurs d'alerte en sont victimes tout le temps, en fait. C'est une façon, en fait, les procédures bâillons pour les lanceurs d'alerte, par exemple, c'est une façon de les réduire à néant d'un point de vue psychologique et financier, en Mm. fait. Parce que derrière, il faut se battre, il faut des avocats, etc. Voilà. Donc là, je préfère pas m'aventurer Bien sûr, bien sûr. exactement là-dessus, mais bon, Et c'est des outils qui sont employés, évidemment, il faut pas se voiler la face. alors, vous avez sûrement entendu parler de Jeanne Dotzer à Paris, Mmh. maire du 8e arrondissement, maire LR, Oui, LR oui. centriste du groupe de Rachida Dati, qui a Mhm. récemment déclaré que depuis toujours il y avait des arrangements pour mettre dans les logements sociaux, etc. Est-ce que ce genre de déclaration en plein Conseil de Paris, hein, d'ailleurs, parce qu'elle s'était fait lâcher par son groupe qui disait que bon, elle racontait n'importe quoi, elle faisait n'importe quoi avec quand elle se vantait et qu'elle remerciait les Français de lui acheter des vêtements. Vous avez sûrement vu cette séquence assez ahurissante sur BFM il y a quelques temps. Et du coup, elle a un peu lâché. Elle a un peu tout lâché en plein Conseil de Paris. Quand on a une maire d'arrondissement qui dénonce ses collègues maires d'arrondissement avec des arrangements pour placer des personnes dans les logements sociaux à Paris, est-ce que Anticor peut se saisir de ce genre de thématique pour ensuite euh, faire en sorte qu'on parle de cette affaire sur des sujets de corruption, parce que faire en sorte de placer des gens dans les logements sociaux avec un sujet de favoritisme, c'est de la corruption. On peut le dire. Oui, oui, après, alors, là, on est en période électorale et ce que je vous disais, nous, on est hyper prudents. Mhm. Donc, bon, là, enfin, tout ça sans, ça fait règlement de compte à OK Corral, quoi. Oui, beaucoup. Franchement. Donc, bon. Euh, après, on va pas dans des dossiers sur des on-dit. Mhm. Voilà, donc à un moment donné, ok, si Madame Hautser a des éléments, bah, qu'elle vienne nous voir. Voilà, moi j'ai pas de souci. Après, il me semble hein, que les commissions d'attribution des logements sont quand même beaucoup plus réglementées qu'avant en fait. Donc bon, voilà. Après, c'est tout ce que j'ai à dire. J'irai pas plus loin, comme D'accord, je vous bien l'ai sûr. dit, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. Voilà, dont l'enjeu est quand même les élections qui vont se Oui, passer. Mais, j'élargissais parce qu'on était sur les notes de frais à Paris. C'est vrai que ça avait fait cette situation avec Madame Otzer. Du coup, je faisais le prolongement. C'est pour ça. oui, Euh, oui bah, c'est un peu désolant d'entendre voilà, des propos comme ça. Qu'est-ce que je vous dis et alors, bon, Les bras m'en tombent. on arrive à la fin de cette interview. Ça fait déjà presque 1 heure que vous êtes là. Ça a même duré un peu plus longtemps parce que c'est vrai que le sujet est tellement large qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ouais. Euh, si vous deviez nous donner les 2, 3 grands chantiers d'Anticor là, dans les mois à venir, les années à venir, ou en termes peut-être de partie civile ou autre, c'est quoi vos grands travaux en ce moment, vos grands projets et vraiment ce que vous portez avec Anticor en ce moment? Alors, pour faire une belle conclusion et ensuite, évidemment, inviter les gens à rejoindre Anticor. Bah, bien sûr. Bon, même si on aimerait ne pas exister, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de corruption. Ça, ce serait super. La première chose,
si je vais parler d'un travail qu'on fait avec l'IA à Anticorps. On a beaucoup de chercheurs de haut vol hein, qui viennent nous rejoindre. Et en ce moment, il y a eu une publication d'ailleurs là-dessus. On utilise l'IA pour essayer de déterrer en fait les fraudes au marché public. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle data.gouv où bah, les données des marchés publics sont typiquement doivent être euh, normalement référencées, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est encore un autre sujet parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la transparence c'est bien, mais en même temps, euh, il faut aussi bien remplir ce qu'on doit remplir. Et il y a quand même des jeux aussi voilà, de caviardage, de plein de choses qui rendent la transparence pas transparente ou pas bien remplir cette déclaration d'intérêt. Enfin bon, bref, je ferme ce passage. Et donc, en fait, c'est des chercheurs voilà, des data scientists en fait, typiquement qui trouvent un sens à rejoindre Anticorps. Euh, et en fait qui analyse ces données de marché public à travers les données publiques et qui en fait font remonter ce qu'on appelle des anomalies. Alors on peut pas, on parle d'anomalies parce qu'on peut pas encore dire que c'est un délit. Ça demande davantage d'investigation. Mais typiquement, voilà, si on a recours aux mêmes prestataires pendant plusieurs années, si on a par exemple des montants qui sont très élevé pour un service, alors que sur notre commune, le montant serait beaucoup moins élevé. Enfin voilà. Donc ça permet de détecter des anomalies et c'est un espèce de voilà d'outil grâce à l'IA de veille citoyenne. Donc voilà un gros chantier que je trouve très intéressant et actuel en fait dans lequel on est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a évidemment d'autres procès avec des constitutions de partie civile ou des appels, etc. Bon, bah, bon, je vais dire malheureusement, c'est notre quotidien. Et puis voilà, on a aussi des beaux projets, comme je vous disais, comment dire, d'éducation populaire en fait, de cinéma un peu partout. Là, on a fait un tour de France. On a fait l'Est de la France cet été, donc moi je suis partie dans le Jura à la rencontre des citoyens pour leur expliquer ce qu'était Anticorps, pourquoi la corruption c'était un préjudice en fait pour eux, pour nous tous. Et donc c'était intéressant parce que bah, pour beaucoup de personnes déjà ne nous connaissaient pas et puis voilà, on est plutôt très bien accueillis. Donc ça c'était chouette. Et puis bah, je dirais voilà, il faut être des citoyens vigilants. Voilà. C'est important d'être citoyen vigilant et si vous devez lancer l'alerte, n'y allez surtout pas tout seul. Voilà. C'est un peu les deux mots, les deux éléments importants que je voudrais faire passer, quoi. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup Madame Ringlet pour votre présence. C'était vraiment très intéressant et instructif. Je pense que Ben tout le merci. monde dans le chat, ça fait à peu près l'unanimité. Ça me demande déjà quand c'est qu'on vous revoit. Euh, donc, Merci. merci infiniment de votre présence, de votre temps et du temps supplémentaire que vous nous avez accordé. Je Je vous vous en souhaite prie. bon courage et Oui. une bonne fin de week-end à vous. Voilà. Ben merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui m'ont écouté aussi. Et puis venez nous rejoindre. Voilà. Et ben le Au message est revoir. passé. Au revoir. Merci.